J'ai signé le chèque pour la nouvelle voiture de mon gendre le matin même où il a dit à sa femme que j'étais une honte pour la famille. Je ne le savais pas. Encore. Je l'ai découvert plus tard, de la même manière que j'ai appris la plupart des choses durant ces années-là, discrètement, une fois que les dégâts étaient déjà faits. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai 65 ans. Je vis seul dans une maison devenue trop grande et trop silencieuse à Annecy. Pendant 11 ans, j'ai financé une vie qui n'était pas la mienne. J'ai payé le crédit d'une villa à Lyon où ma fille et son mari dormaient. Dans un lit qui coûtait plus cher que ma première voiture. J'ai payé les frais de scolarité d'une école privée internationale pour mon petit-fils, un petit garçon sérieux nommé Léo qui collectionnait les minéraux et posait des questions sur tout. J'ai payé l'assurance de 3 véhicules, dont 2 dans lesquels je n'étais jamais monté. J'ai payé des vacances où je n'étais pas invité. J'ai payé une rénovation de cuisine dont ma fille m'envoyait des photos. Avec des légendes du genre « on se sent enfin chez nous », sans jamais mentionner que j'avais signé le chèque 2 semaines auparavant. Je n'ai pas fait ces choses par faiblesse, je veux que ce soit clair. Je les ai faites parce que ma fille était mon enfant unique et que sa mère, ma chère Marguerite, est décédée quand elle n'avait que 19 ans. J'avais fait la promesse, sur sa tombe, dans le petit cimetière de Talloires, que je ne laisserai jamais notre fille tomber. J'ai tenu cette promesse bien plus longtemps qu'il n'aurait fallu pour notre bien à tous les deux. Ma fille s'appelle Camille. C'était une enfant brillante, têtue et drôle, avec les yeux de sa mère et un rire qui remplissait chaque pièce. Je l'ai élevée du mieux que j'ai pu, travaillant d'arrache-pied. Comme ingénieur en génie civil, m'assurant que les factures soient payées. Présent à chaque spectacle d'école et chaque match de tennis, même quand j'étais épuisé jusqu'à la moelle. Elle est devenue une belle jeune femme et j'étais fier d'elle de cette façon que seuls les pères comprennent, cette fierté muette qui vous serre la poitrine et n'a pas besoin de mots parce qu'elle est simplement là, constante. Puis elle a épousé Julien. Julien Dubreuil venait d'une famille de Neuilly qui avait énormément d'assurance et très peu d'autres choses. Son père, Hubert, avait autrefois possédé une chaîne de pressing de luxe qui avait fait faillite en 2008. Sa mère, Béatrice, parlait de leur adhésion à un club de golf privé qu'ils ne pouvaient plus s'offrir depuis 2014 comme s'il s'agissait d'un fait actuel. Ils s'habillaient bien. Ils organisaient des dîners avec des serviettes en tissu et 3 sortes de vins. Ils parlaient des gens qu'ils considéraient comme inférieurs avec un sourire particulier, poli en surface mais méprisant en dessous, et ils ont déployé ce sourire sur moi dès le premier soir où Camille me les a présentés. Je portais une chemise en flanelle. J'avais fait 2 heures de route depuis ma maison de montagne dans mon vieux pick-up, un modèle de 2010 un peu cabossé mais fiable. Hubert Dubreuil m'a serré la main puis a regardé le véhicule dans l'allée un instant de trop. Béatrice m'a offert un verre de vin dont je n'avais pas vraiment envie et m'a demandé, avec ce fameux sourire, ce que je faisais comme métier. Je lui ai dit que j'étais retraité. Elle a hoché la tête comme si cela confirmait ses soupçons. Ce que je ne lui ai pas dit, parce qu'elle ne l'avait pas demandé d'une manière qui me donnait envie de répondre, c'est que j'avais passé 31 ans comme ingénieur en chef puis directeur de projet pour l'un des plus grands groupes de construction d'Europe, que j'avais pris ma retraite à 58 ans. Que ma maison était payée, et que je possédais un portefeuille d'investissement que je gérais avec soin et qui, au fil des années, était devenu une somme qui aurait radicalement changé l'expression du visage de Béatrice Dubreuil. Je n'étais pas un homme malhonnête. Je ne donnais simplement pas d'informations aux gens qui avaient déjà décidé de qui j'étais. Camille savait que j'étais à l'aise. Elle savait que j'aidais financièrement le couple, mais je ne lui avais jamais montré le tableau complet car l'argent l'avait toujours mise mal à l'aise, ou plutôt l'idée d'en posséder. Chaque fois que je faisais un chèque, elle me remerciait rapidement et changeait de sujet. Je me disais que c'était de
L'humilité. Je comprends maintenant que c'était autre chose. Les premières années de leur mariage, j'étais invité pour les fêtes et l'anniversaire. Occasionnel. Julien était poli avec moi de la manière dont un homme est poli. Avec quelqu'un qu'il juge indigne d'un véritable effort de gentillesse. Il m'appelait par mon prénom, Jean-Pierre, avec une légère emphase que je n'arrivais pas tout à fait à définir. Ses parents venaient à Noël, je venais à Noël, et nous étions assis à la même table. J'étais toujours placé au bout, près de la porte de la cuisine, tandis qu'Hubert trônait en bout de table. J'ai remarqué. Je n'ai rien dit. Léo est né en 2018 et, pendant un temps, les choses se sont apaisées. Il y a quelque chose chez un petit-fils qui rend les aspects difficiles d'une famille temporaire, comme une météo qui finit par passer. Je descendais à Lyon toutes les quelques semaines. J'apportais à Léo des livrets. Des petits trésors, un morceau de quartz inhabituel, une boussole, un puzzle en bois que j'avais fabriqué moi-même dans mon atelier. C'était un enfant calme, observateur, et il me rappelait tellement Marguerite que parfois, je devais sortir prendre l'air un instant. Mais quand Léo a eu 4 ans, les invitations se sont faites plus rares. Quand j'appelais Camille, les conversations devenaient plus courtes. Il y avait toujours quelque chose, le travail de Julien, l'école, les travaux, un voyage prévu. Je demandais si je pouvais passer le week-end et elle disait, je vois avec Julien. Puis 2 jours plus tard, je recevais un SMS, c'est un peu la folie ce week-end, on se voit le mois prochain. Je continuais à payer les factures. Je me disais que c'était une phase, que les jeunes familles étaient occupées. En octobre 2023, Camille m'a appelé un mardi soir. Sa voix était enjouée, de cette façon qu'elle a quand elle veut quelque chose. Elle m'a dit que les parents de Julien venaient passer une semaine, que c'était l'anniversaire d'Hubert, qu'ils organisaient un grand dîner de famille et qu'elle voulait que je sois là. J'ai senti un poids s'enlever de ma poitrine. J'ai dit que j'y serais. Je suis arrivé le vendredi soir, après avoir conduit à travers les massifs, admirant la lumière déclinante sur les sommets. J'étais heureux. Je me souviens précisément de ce sentiment de bonheur. En garant mon vieux pick-up derrière la rutilante berline d'Hubert et le SUV blanc de Béatrice. Je suis monté sur le perron avec une carte pour Hubert, contenant un chèque car je ne savais pas quoi offrir d'autre à un homme comme lui et un bouquet de fleurs pour Camille. Ma fille a ouvert la porte. Elle était magnifique, les cheveux relevés. Elle a pris les fleurs avec un baiser rapide sur la joue et m'a dit, entre, tout le monde est au salon. Le salon était organisé autour d'Hubert, assis dans le plus grand fauteuil avec un verre de Grand Cru. Julien se tenait près de la cheminée. Ils m'ont tous regardé comme on regarde quelqu'un qui vient d'interrompre une conversation passionnante. Julien a dit, ah, Jean-Pierre, content que tu aies pu venir, puis il s'est immédiatement tourné vers son père pour reprendre son récit. J'ai trouvé une chaise près de la fenêtre. Camille m'a apporté un verre d'eau, ce que j'avais demandé, puis est retourné en cuisine. Béatrice m'a décoché son sourire immuable. Le dîner fut long. J'étais assis entre la femme du frère cadet de Julien et une chaise vide. La conversation coulait autour de moi mais jamais vers moi. Hubert racontait un voyage de golf en Écosse. Julien parlait d'un nouveau contrat immobilier à Lyon, citant des chiffres ronflants. J'ai mangé en silence car il n'y avait pas de place pour ce que j'aurais pu dire. Après le dîner, Camille a commencé à débarrasser. Je me suis levé pour l'aider, comme je l'avais toujours fait avec sa mère. J'ai pris 3 assiettes et me suis dirigé vers la cuisine. Les escaliers menant à l'étage étaient séparés de la cuisine par un muret. Ce qui s'est passé ensuite a duré moins de 4 secondes. Camille est arrivée brusquement de l'autre côté, ne regardant pas où elle allait,
pressé par le stress de la soirée. Son épaule a heurté la mienne, les assiettes ont basculé. En essayant de les rattraper, mon pied a glissé sur la marche unique qui séparait la salle à manger du couloir. Je suis tombé. J'ai 65 ans, je suis solide, mais je suis tombé lourdement. Mon côté gauche a percuté le sol, les assiettes ont volé en éclats, et ma tempe a cogné le coin du muret. Je suis resté là un instant avec un bourdonnement dans les oreilles, et c'est là que je l'ai entendu. Un son tranchant. Pas un cri de surprise, pas une question. Pour savoir si j'allais bien. Un rire. Le rire aigu de Béatrice, suivi de l'expiration étouffée d'Hubert qui trouvait la situation amusante mais restait digne. Et puis Julien. Julien a dit, assez fort pour que je l'entende depuis le sol, oh, Jean-Pierre, toujours aussi gracieux. D'autres rires ont suivi. J'étais étendu dans le couloir de ma fille, entouré de débris de porcelaine, le sang commençant à couler de ma tempe, et j'écoutais mon gendre faire une plaisanterie sur mon compte pendant que sa famille s'esclaffait. J'ai attendu la voix de ma fille pour leur dire de se taire. Je ne l'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, c'est Camille dire rapidement, « Papa, ça va. » Puis, avant même que je puisse répondre, le bruit de ses pas retournant vers la cuisine. Vers ses invités, vers les gens dont l'opinion comptait plus que ma dignité. Je me suis relevé seul. Cela a pris un moment. Mon épaule me lançait. Je suis allé aux toilettes, j'ai nettoyé la plaie avec un gant humide et je me suis regardé dans le miroir. Je suis un homme qui a travaillé sur des chantiers soudés. Chaleur de plomb, qui a enterré ses parents, sa femme et son associé, et qui a toujours continué d'avancer. Je sais qui je suis. Je n'ai jamais été un homme qui exigeait de la reconnaissance, mais je suis resté dans cette salle de bain longtemps. Quand je suis sorti, Hubert racontait une autre anecdote. Personne n'a posé de questions sur ma blessure. Je suis resté encore 40 minutes. Parce que partir immédiatement aurait semblé trop dramatique, et je n'étais pas encore prêt à décider quoi faire de ce que je ressentais. Puis j'ai dit bonne nuit, j'ai remercié Camille pour le dîner, j'ai serré la main d'Hubert et j'ai conduit jusqu'à un petit hôtel à quelques kilomètres où j'avais déjà réservé une chambre, car je savais par expérience qu'on ne m'offrirait pas la chambre d'amis. Seul dans cette chambre d'hôtel, avec une poche de glace sur la tempe. J'ai pris une décision. Mais d'abord, je dois vous dire ce que personne dans cette maison ne savait. Pendant 12 ans, j'ai été directeur régional, puis vice-président d'une multinationale. J'étais très bon dans mon travail et rémunéré en conséquence. Mais comme Marguerite et moi avions grandi dans la modestie, nous n'avions jamais changé de train de vie. En 11 ans de soutien à Camille et Julien, je leur avais versé, sous diverses formes, environ 450 000 euros. Je tenais des registres précis, non par attente de remboursement, mais par habitude professionnelle. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette somme n'était qu'une modeste partie de ce que je possédais. Le lundi suivant, je suis rentré à Annecy et j'ai passé 2 jours avec mon conseiller financier et mon avocate, Maître Lefebvre. Nous avons restructuré mes actifs. Nous avons mis à jour des documents et pris des décisions irrévocables. J'ai agi avec clarté. Sans colère, car la colère passe mais les choix restent. Puis j'ai fait une chose inhabituelle, j'ai engagé un enquêteur financier pour examiner les affaires de Julien. Je voulais être certain que ce que j'allais faire ne nuirait pas à quelqu'un qui ne le méritait pas. 3 semaines plus tard, le rapport est tombé. Julien Dubreuil gérait son cabinet de promotion immobilière avec une interprétation très créative des fonds de ses clients. 3 comptes d'investisseurs présentaient des irrégularités majeures. Il y avait des factures pour des sous-traitants qui n'existaient même pas. J'ai lu le rapport 2 fois, puis j'ai appelé mon avocate. Elle m'a dit, Jean-Pierre, cela
dépasse le cadre familial. Tu dois décider jusqu'où tu veux aller. Je lui ai dit que je voulais transmettre ces preuves aux autorités compétentes et me retirer. Je ne voulais pas porter le glaive, je voulais juste que la justice regarde au bon endroit. Entre-temps, j'ai appelé Camille. Elle a décroché, la voix méfiante. Je lui ai dit, calmement, que je mettais fin à toute contribution financière à la fin du mois. Le prêt immobilier, les assurances, l'école privée, les traites des voitures, je coupais tout. Je lui ai donné 60 jours de préavis. Car je n'étais pas cruel. Je lui ai dit que j'avais réfléchi à ce que signifiait aimer quelqu'un et que ce que je faisais ne l'aidait pas, cela nous empêchait de voir la réalité. Je n'ai pas mentionné le dîner, ni les rires, ni ma blessure. Je ne voulais pas que ce soit émotionnel. C'était une décision de gestion. Camille est restée silencieuse, puis elle a demandé si c'était à cause du dîner. J'ai répondu, non, c'est à cause de ces 11 dernières années. Elle a dit que ce n'était pas juste. Julien m'a appelé le soir même, sa voix passant de la négociation à l'insulte désespérée. Je l'ai laissé parler, puis j'ai raccroché. Deux choses se sont produites ensuite. Hubert Dubreuil m'a appelé, sa voix dépouillée de toute arrogance, pour me dire que Julien comptait sur mon soutien. Et que la famille était dans une position délicate. Je lui ai demandé depuis combien de temps il savait que c'était l'homme assis au bout de la table qui payait la villa de son fils. Il n'a pas répondu. La deuxième chose, c'est Léo. Camille m'empêchait de le voir, par confusion et détresse. Mais un après-midi, Léo m'a appelé en cachette avec le téléphone de sa mère. Il m'a parlé d'un caillou qu'il avait trouvé, blanc avec des veines orangées. Il a demandé. « Papy, tu es fâché contre nous ?» J'ai répondu, « Pas contre toi, Léo. » Pas du tout. L'enquête a suivi son cours. Les finances irrégulières de Julien sont devenues une affaire officielle. L'histoire qu'il s'était construite s'est effondrée. La villa de Lyon a été mise en vente au printemps. Camille m'a appelé. En avril. Sa voix était différente, c'était sa vraie voix, celle que je connaissais. Elle est venue à Annecy. Elle s'est assise dans ma cuisine, sur la chaise que sa mère occupait autrefois, et elle a pleuré pendant longtemps. Je l'ai laissé faire. Je n'ai pas dit, je te l'avais dit. Je n'ai pas fait de grand geste de pardon car on ne pardonne pas à quelqu'un qu'on n'a jamais cessé d'aimer. Elle m'a dit, je les ai entendus rire. Je les ai entendus et je n'ai rien dit. Je suis tellement désolé. Je lui ai dit que c'était suffisant. Léo vit maintenant avec Camille dans un petit appartement près d'eux. Chez moi. Il m'a apporté son caillou, c'était un magnifique morceau de quartz que j'ai posé sur l'étagère de mon atelier. Il vient tous les samedis et nous bricolons ensemble. Camille travaille. C'est une femme intelligente qui a passé trop d'années à gérer une vie dont elle ne voyait pas les fondations, et maintenant elle en construit une par elle-même. Je la regarde avec cette fierté muette qui ne me quitte pas. Hubert et Béatrice ne m'ont plus jamais contacté. Je ne leur souhaite aucun mal, seulement de trouver la clarté. Je pense souvent à Marguerite et à la promesse que je lui ai faite. Je pense l'avoir tenue. Pas comme je l'imaginais, et pas sans douleur. Mais notre fille n'est pas tombée. Elle a atterri brutalement, mais elle est debout. Et cette fois, le sol sous ses pieds est bien réel. C'est tout ce qu'un père peut vraiment faire, s'assurer que le sol est réel. Je le sais maintenant. Chaque matin, je bois mon café sur ma terrasse face aux montagnes, et je me dis que c'est assez. C'est même plus qu'assez.